Après les enseignants, c'est au tour des écoliers de reprendre le chemin de l'école. Ce 9 octobre constitue l'ouverture des classes ou la rentrée même pour les potaches. Ils sont nombreux à emprunter le chemin de l'école pour prendre goût d'abord avec les enseignants, mais également avec le programme alléchant qui va être déroulé durant 9 mois, c'est-à-dire 900 heures de quantum horaire. Aujourd'hui, pour en parler, j'ai l'honneur et le plus grand plaisir de recevoir deux grands noms de l'éducation au Sénégal. Il s'agit d'abord de Souleymane Diallo, qui est le secrétaire général du CELS. C'est le syndicat des enseignants libres du Sénégal. Monsieur Diallo, bonjour. Bonjour. Alors, au-delà de cela, je rappelle que vous êtes le syndicat qui est venu en tête à l'issue des élections de représentativité dans le moyen secondaire. C'est cela, n'est-ce pas? Oui, dans le préscolaire et l'élémentaire. Absolument. Nous sommes arrivés largement en tête. Bon à savoir. J'ai également le plaisir de recevoir Mohamed Diagne. Il est le directeur de la formation et de la communication. Mohamed Diagne, qui n'est pas un terrain inconnu, n'est-ce pas, M. Diagne? Tout à fait, Badra, tout à fait. Donc, je pense que c'est la deuxième fois, mais c'est la première fois aussi depuis les élections que je rencontre notre ami Souleymane. Moi, j'ai été volontaire de l'éducation, que je connais bien, qui est mon ami, et que je félicite vraiment pour la victoire. Mais moi, personnellement, ça ne m'a pas surpris, parce que quand vous avez une organisation syndicale, il faut être sur le terrain. Et cette fois-ci, les enseignants ont décidé, donc il faut respecter leur choix. Voilà. Alors, bonjour. Je reste avec vous pour démarrer avec la tutelle. Comment s'est déroulée la rentrée à votre niveau? Pour le moment, très bien. Je pense que nous sommes depuis 3 ans dans le concept Ubitei Djangtei. Alors, le principe, c'est simplement de pouvoir démarrer les cours au plus tard durant le mois d'octobre. Parce qu'on avait constaté qu'il y a quelques années que les cours ne démarraient qu'au mois de novembre ou au mois de décembre. Dans le principe, je pense que depuis 2 ans, quand même, donc, les enseignants ont fait des efforts. Les élèves également ont fait des efforts. Alors, ce qui posait problème, c'est surtout les écoles qui sont dans les bas-fonds ou les écoles en zone rurale qui sont dans les champs. Parfois, c'est très compliqué, il faut désherber, etc. Lui, je pense qu'il a été enseignant de bourse et il sait de quoi je parle. Maintenant, pour les autres écoles, je pense que rien ne s'oppose à ce que les cours démarrent normalement. Maintenant, la question de l'inscription financière là est réglée, puisque le ministre avait pris un arrêté depuis 2 ans pour dire que désormais, le parent pouvait aller jusqu'au mois de décembre pour donner les 10 000 francs ou 6 000 francs. Donc ce n'est plus donc un obstacle. Maintenant, il faut que les parents fassent des efforts. Alors ce que je ne comprends pas souvent, c'est que toujours, nous avons des problèmes pour les fournitures scolaires. Ça, ce n'est pas normal. Et ce n'est pas, je pense, un bon argument. Parce que quand il y a des baptêmes, ils font des folies. Quand il y a donc des événements Gamou Magal, ils se débrouillent. Et ça, donc je pense que l'école est plus importante que toutes ces choses-là. Donc il faudrait qu'ils se débrouillent pour que les enfants aient leur fourniture. Comme si c'était un baptême, parce qu'il y a beaucoup de gaspillage. Cet argent-là aurait pu servir quand même à financer donc, leurs enfants. Dans tous les cas, nous félicitons. Je pense que les enseignants ont été au rendez-vous. Je pense également le ministre a fait quelques visites. Dans les autres localités, c'est le gouverneur ou avec l'inspecteur d'accueil ou les IF. Pour le moment, bon, tout se passe bien. Espérons qu'on vive la même année que l'année dernière. C'est tout ce qu'on a vu. Alors, M. Diallo, vous représentez ici le corps enseignant, qui est l'un des intrants fondamentaux du système éducatif. Comment s'est déroulée cette rentrée à votre niveau? Merci M. Diop. Donc, féliciter Dakar Actu pour avoir organisé ce débat le jour de la rentrée. Et cela montre toute l'importance et l'intérêt aussi que vous portez à l'éducation. Salut aussi mon camarade, mon collègue, mon frère et ami, le directeur chez Diagne, DFC, avec qui vraiment nous entrons d'excellentes relations, comme il l'a si bien dit. C'est un homme ouvert, très disponible. Ça vraiment, je tiens à le dire. Donc, vous encouragez et vous souhaitez également plein succès dans vos responsabilités au niveau du ministère. Saluer les enseignants parce que c'est d'abord, bon, c'est le jour de la rentrée, c'est certainement pas pour les enseignants parce que nous l'avons déjà fait depuis le 4, mais c'est le jour où commence véritablement le travail pour les enseignants. Donc saluer les enseignants, saluer aussi les élèves, les enfants, toute la communauté éducative, souhaiter une excellente année scolaire, donc à tout le monde, une année de paix, vraiment ça je tiens à le dire, c'est notre souhait. Et nous avons toujours œuvré pour qu'il y ait la paix dans le secteur, malgré ce qu'en pensent
beaucoup de personnes, même si l'école a été parfois perturbée. Mais cela ne veut pas dire que nous avons toujours œuvré pour l'instabilité. Nous sommes des fervents défenseurs de la paix sociale. Ça vraiment, je tiens à le dire. Donc, après les salutations, dire que globalement, la rentrée s'est bien déroulée. Globalement, comme on dit. Donc, bien qu'il y ait quelque part quand même des difficultés, en tout cas qui persistent, il faut le dire. Je pense que le TFC l'a dit. Il y a encore des établissements qui sont dans des zones inondées. Donc, et là, c'est un problème. Bien dit, dans le Thiaroye, dans le Kaolack, dans le Ziguinchor, même si l'État est en train de trouver des solutions. Mais c'est une réalité qui est là. Mais aussi des écoles non encore désherbées. Ça, c'est quand même un peu paradoxal. Donc, puisque nous savons que c'est d'abord une école de la communauté, comme on l'a si bien dit. Avant même que l'État, les collectivités locales ne mettent la main, je pense que d'abord la communauté donc éducative, les parents doivent aussi s'impliquer vraiment pour réunir les conditions acceptables d'une bonne rentrée en termes donc, de désherbage, de désinfection aussi donc des établissements. Ça, ce sont des difficultés qui ont été notées. Bon, d'autres difficultés aussi. C'est vrai que globalement, je pense comme il a si bien dit, les enseignants ont répondu à l'appel. Et ça a toujours été le cas. Le Ubité Djangate n'a jamais été un défi pour les enseignants. Parce que nous avons toujours été présents. En tout cas, ceux qui ont été affectés, qui savaient déjà où est-ce qu'ils doivent travailler. Maintenant, parce qu'il y a encore quelques difficultés par rapport donc, à des retards ou donc par rapport à la mise à disposition du personnel enseignant, parce que ça, en tant qu'organisation syndicale, nous avons toujours revendiqué la mise à disposition du personnel donc, dès le 1er octobre, surtout pour les sortants des écoles. Le gouvernement s'est engagé pour cette année donc, de les affecter en début octobre. Certes, c'est un pas comparé aux années précédentes, mais nous considérons que les enseignants doivent être affectés le 1er octobre. Ça, je pense qu'il y a quelques difficultés. Mais au-delà de tout cela aussi, ça, je pense qu'au-delà de la rentrée, l'autre difficulté du système, et nous le disons partout, et j'espère qu'aujourd'hui même le ministère le reconnaît, contrairement à une idée qui était très répandue, c'est qu'il y a un déficit d'enseignants. Pratiquement dans toutes les IF, il y a des déficits d'enseignants, et particulièrement dans les zones périphériques, dans les régions périphériques qui sont donc des zones de grand départ, donc dans le Matam, dans le Kédougou, en Casamance. Il y a beaucoup de zones mais c'est paradoxal quand même, parce que pas plus tard que ce matin, des sortants de la FASTEF ont tenu un point de presse au siège de la COSIDEP pour quand même déplorer le fait qu'ils ne sont pas orientés. Alors que l'État est là, bon, ça également, je pense que, bon, je ne sais pas, est-ce que nous pourrons aller en profondeur. Effectivement, il pourra répondre. Mais nous considérons c'est que, parce qu'à partir de 2012 quand même, en tout cas, les autorités ont pensé qu'il y avait beaucoup d'enseignants. Il y avait l'impression, une idée sur là, qu'il y avait trop d'enseignants et que beaucoup d'enseignants sont même payés à ne rien faire. Ça expliquait même l'organisation des audits, donc du personnel et tout ça. Mais c'est qu'à l'arrivée, le constat, qu'il y ait trop d'enseignants ou pas d'enseignants, c'est qu'à l'arrivée, je pense que ceux qui ont fait le terrain, je pense que le DFC également en cherche quelque chose, c'est que dans la plupart des IF, il y a un déficit d'enseignants. Donc il faut plus d'enseignants pour le système et des enseignants qualifiés. Alors, vous avez un charge. Et là, voilà, ça vraiment c'est le défi. Voilà. Alors, si vous avez en charge de la direction de la communication et de la formation, au moment où on constate un déficit, il y a des enseignants qui sont là, qui réclament à ce qu'on les affecte. Non, mais il faut faire la part des choses, parce que je pense qu'il y a 1890 enseignants qui vont sortir au mois de novembre, qu'on va injecter dans le système, dans l'élémentaire. Maintenant, tous ceux qui font le concours de la FASTEF, organisé par l'État du Sénégal, après que le ministère de l'Éducation nationale ait exprimé les besoins, ces sortants-là sont d'office affectés. Maintenant, il y a eu à la FASTEF la formation payante. Il fut des années où on leur a garanti l'emploi, alors que ce n'était pas une commande de l'État du Sénégal. Donc, parce que chaque année, le ministère fait remonter des données sur l'expression des besoins. Combien d'enseignants d'élémentaire nous avons besoin, du préscolaire, combien de professeurs de mathématiques, de philosophie, etc. C'est en fonction de ces données-là que nous passons la commande. Maintenant, malheureusement, la FASTEF avait formé des Sénégalais, leur avait garanti l'emploi, ce qui n'était pas le cas. Donc on en a pris beaucoup, mais il reste, je pense, des collègues qui ont fait des formations en LHG,
etc. Pour le moment, nous n'avons pas encore ces besoins-là. C'est ce qui pose le problème. Donc parfois on fait de l'amalgame. Bon, l'État a bon dos, c'est les citoyens qui se sont formés. Et le ministre leur avait dit, je me rappelle, dès que le besoin se fera exprimer, on fera appel à vos services. C'est très bien. Mais pour le moment, je pense que attendons de voir que la remontée des données. Mais ça, ce n'est pas un droit du tout. Et là, ça, si je comprends bien, les sortants de la PASTEF, ceux qui ont subi la formation payante, ne sont pas orientés icto-facto. Oui, parce que ce n'est pas une commande de l'État. C'est comme si vous disiez, vous faites, au lieu d'aller à votre école, c'est CESTI. L'État fait une commande à CESTI. Vous allez dans une autre école de communication. Ensuite, vous dites à l'État, donc comme j'ai fait ma formation, il faut mettre à Dakar Actu ou bien il faut mettre à RTS, c'est pas possible. C'est exactement ça. Donc voilà un peu... L'État peut exprimer quand même le besoin de... Oui. Maintenant, si nous avons des besoins, c'est sur ces gens-là, immédiatement, que nous prenons. C'est comme s'il y a beaucoup de sages-femmes qui sont là, qui traînent, et oui, qui ont réussi à des concours, mais que l'État ne prend pas. Donc c'est des quotas, c'est des décisions comme ça. Donc si vous voulez que l'État vous prenne, il faut faire les concours de l'État. Et là, l'État est dans l'obligation donc de vous prendre. Mais si vous faites d'autres concours également, si vous payez, bon, chacun a le droit de payer. Moi-même, je peux aller faire un diplôme en journalisme tout de suite. Est-ce que ça veut dire que l'État va me recruter? Ce n'est pas possible. Vous êtes le chargé de voilà, c'est ça. Voilà. Maintenant, il a raison. Oui. Maintenant, nous avons des difficultés dans les zones enclavées. Et je pense qu'avec les syndicats, il faut qu'on aille sur ces questions-là. Il faut qu'on y aille ensemble. Il faut que le gouvernement du Sénégal nous aide à recruter beaucoup plus d'enseignants. Au moins 3000 par an. Parce que, écoutez, il y a des enseignants qui décèdent, personne ne le souhaite. Il y a des enseignants qui tombent malades. Bon, il y a des enseignants qui ont des mises à disposition de stages, etc. Voilà, donc, dans les écoles, il nous faut nécessairement, même si vous avez une école de 12 classes, il vous faudra 15 enseignants. Exactement. Oui, parce que les enseignants-là, ce n'est pas tous les jours qu'ils viennent, etc. Mais est-ce que le ratio est respecté aussi? Oui, maintenant, le problème, c'est qu'ils sont affectés par le mouvement national. Quand vous allez à Matam, quand vous allez donc à Goudomp, vous gagnez des points. Exactement. Donc 5 ans après, bon, personne ne peut vous empêcher de venir ici. Si vous gagnez le poste, personne ne vous empêche. Donc maintenant, c'est cette question-là, il faut qu'on en discute. Et c'est là que la motivation devient intéressante. Est-ce qu'il ne faudrait pas motiver vraiment ceux qui sont dans les zones enclavées pour les sédentariser? Mais ça, c'est un débat qu'il faut vraiment engager avec les syndicats. Je pense que c'est une question intéressante. Et là, je pense que nous sommes en phase avec le directeur. Parce que je pense que le ministère envisage même d'organiser un atelier sur la répartition ou l'allocation équitable des ressources. C'est ça. Là, c'est pour faire face à ces difficultés, comment fixer les enseignants dans les zones deshéritées, ainsi de suite. Bon, mais nous avons dit que sur le principe, nous ne sommes pas contre, mais il ne faudrait pas qu'on le fasse comme on l'avait fait avec les éléments. Ce n'est pas à partir d'un arrêté ou d'un décret qu'on va fixer les enseignants. Tout à fait. Si bien dit. Parce qu'il faut d'abord de la concertation, comme ça. Le directeur. Il faut également des mesures d'accompagnement. Voilà. Il faut également que l'enseignant, donc on aimerait fixer, par exemple, soit dans le Matam ou dans le Kédougou, qu'il y trouve également donc, des conditions qui le motivent quand même, donc, à rester. Donc je pense que nous sommes favorables, mais il faudrait également qu'il y ait une politique de motivation. Et au niveau du CEL, déjà, nous avions une revendication que nous avons tout le temps portée et que nous continuerons à porter. C'est essayer de voir comment... certainement, l'État n'entend pas. L'État est réfractaire toujours à tout ce qui est indemnité. Allocation d'indemnité, augmentation, allocation d'indemnité. Mais pour nous, en tout cas, il faut quand même se penser à allouer une indemnité donc, aux enseignants qui acceptent de servir dans des zones déshéritées. En tout cas, si l'on veut, si l'on souhaite quand même donc, les fixer, ne serait que pour donc, une certaine période. Parce que nous avons même vu dans le cadre donc, de la santé. Effectivement, l'État avait des difficultés, même pour trouver donc, des médecins qui acceptent d'aller dans des zones déshéritées. Mais il y a des mesures d'accompagnement. Je pense qu'il y a ce qui est fait donc, dans le secteur de la santé pour motiver le personnel médical à aller dans les zones les plus reculées. Il faudrait également qu'on le fasse aussi donc, pour les enseignants. Donc certes, nous sommes des Sénégalais, nous sommes des citoyens, nous sommes pour l'éducation pour tous et partout. Voilà, mais également, je pense qu'il faut aussi donc, accompagner ceux qui acceptent quand même donc, de faire des sacrifices
en tout cas, que ne font pas tout le monde. Tout à fait. Voilà, c'est ça. Alors, M. Diagne, gouvernement, syndicat, gouvernement et partenaires sociaux, même j'allais dire, s'étaient engagés vraiment à avoir une année apaisée. C'était à l'issue des concertations partenariales tenues à Saly. Mais quelques jours après, une sortie du ministre Serigne Mbaye Thiam qui a un peu été qualifié comme cette goutte d'eau de trop lorsqu'il disait dans une radio de la place que les indemnités sur les logements ne sont pas inscrites sur le projet de budget de 2017. Il faudrait que les 2018, il faudrait que les enseignants attendent 2019 et des menaces de préavis de grève qui étaient brandies ça et là. Alors, qu'en est-il exactement? Oui, bon, vous savez, quand le ministre parle, il parle au moment M, à l'instant T, comme on dit. Donc, c'est vrai, ce n'est pas encore inscrit. D'ailleurs, on n'a même pas ouvert les négociations sur ça. Parce qu'il nous faut ouvrir les négociations sur le système. Pour rappeler également que ce n'était pas des rencontres de négociation. Non, je suis d'accord. Non, je suis d'accord. Je vois bien votre question. Tout à fait. Je vais vous expliquer un peu. Parce que l'État a commandité une étude sur le système de rémunération et de motivation de ses agents. Le pré-rapport est sorti. Maintenant, il nous faut ouvrir des discussions sur ce pré-rapport-là, avant même de parler d'inscription budgétaire, de ligne budgétaire. Il nous faut ouvrir des négociations. Qu'est-ce que l'État peut faire? Qu'est-ce que l'État ne peut pas faire? Jusqu'où les syndicats d'enseignants sont prêts à aller pour faire des concessions. Parce que tout le monde est d'accord quand même qu'il faut motiver les agents de l'État, surtout l'enseignant. L'enseignant, 70% de son travail, c'est à la maison, surtout les enseignants du primaire. Comment est-ce qu'on peut donc faire en sorte que cet agent-là soit dans le confort? Parce que aussi, l'Europe de wax, donc l'enseignement au primaire, surtout, c'est très difficile. La fiche, c'est chaque jour. Heureusement maintenant qu'il y a, avec le numérique, on peut mettre les fiches échanger, mais il fut un temps où c'était extrêmement difficile d'acheter des fiches. Chaque jour, il faut les actualiser, c'est très difficile. Maintenant, il nous faut ouvrir des négociations sur ça. Je ne crois pas que l'État soit là pour dire que non, je ne vais pas le faire, etc. Donc, attendons que le président de la République nous donne le signal pour ouvrir les négociations. Maintenant, c'est comme ça qu'il faut comprendre les assertions du ministre. Mais ce n'est pas pour dire que non, on ne va pas le faire. Et sur cette question-là, je sais que c'est tout le gouvernement. Hein, parce que malheureusement, nous portons des questions sur lesquelles nous n'avons aucune emprise. Parce que les questions financières, c'est le ministère des Finances, c'est pas le budget, c'est pas nous. Donc nous sommes employeurs, nous sommes utilisateurs des enseignants. Donc, bien sur ces questions-là, c'est le ministère des Finances. Donc, on est obligé d'être très prudent. Alors, si demain, c'est inscrit, le ministre sortira pour dire non, maintenant, c'est inscrit dans le budget. Et nous souhaitons vraiment que cette année-ci, que les enseignants soient motivés. Et je pense que le chef de l'État en est conscient, qu'ils ont fait quand même beaucoup d'efforts, concentré beaucoup d'efforts l'année dernière, donc sur eux-mêmes pour ne pas aller en grève. Absolument. Maintenant, je pense qu'il ne serait pas malvenu qu'on ouvre au moins des discussions sur ce point-là pour voir qu'est-ce qu'on peut faire dans le cadre d'une planification. Encore que c'est une question très difficile, parce que malheureusement l'ancien président s'est réveillé, a augmenté pour 500 000 francs pour les magistrats, alors que le magistrat est de la RHA 1, le professeur d'enseignement secondaire est là. Bon, les policiers semble-t-il qu'ils ont plus que les... C'est très compliqué. Maintenant, malheureusement, nous sommes toujours victimes, enseignants, nous sommes plus victimes du nombre, parce que c'est plus de 92 000 enseignants sur moins de 500 magistrats. Donc ça, c'est des questions vraiment... Voilà, il nous faut, c'est des questions qu'on doit aborder en toute responsabilité. Absolument. Pour que les uns et les autres aillent dans le cadre de concessions pour apaiser l'école. Alors, M. Diallo, c'est vrai que l'enseignant a l'habitude de dire que la grève est l'ultime arme quand même, l'ultime recours quand même de l'enseignant. Mais aujourd'hui, est-ce que le versement de ces indemnités de logement constitue vraiment une condition sine qua non pour avoir une année apaisée? Bien, je pense que d'abord, par rapport à la sortie du ministre, de mon point de vue, la levée de bouclier des organisations syndicales ne s'explique pas uniquement par la sortie du ministre de l'Éducation nationale. Ça, c'est mon appréciation, puisque même si le ministre n'avait pas fait cette sortie, parce que les syndicats d'enseignants, donc malgré quand même les concertations partenariales de Saly,
étaient dans, certains syndicats, je dirais, étaient dans une dynamique de dépôt d'un préavis de grève. Parce que déjà, nous, au niveau du CELS, avant même cette rencontre, exactement, c'est ça. Exactement, au conseil syndical où nous avons déjà décidé de déposer un préavis de grève. Donc, ce n'est pas en réaction à la sortie du ministre. Peut-être que ce que nous déplorons dans la sortie du ministre, puisqu'il avait eu l'opportunité, ou il avait eu l'occasion, lors des rencontres partenariales, de dire aux organisations syndicales que l'augmentation de l'indemnité de logement n'est pas inscrite dans le budget 2018. Parce que s'il l'avait dit peut-être qu'au cours des rencontres partenariales, ça n'aurait pas beaucoup choqué. Mais moi, personnellement, j'ai dit partout que le ministre l'ait dit à travers les médias, moi, ça ne me dérange pas. Bon, que le gouvernement dise qu'il n'a rien programmé, ça ne me surprend pas. Parce que, par expérience aussi, nous savons que les États, même les patrons, les employeurs, ils ne programment jamais d'augmentation de salaire dans des budgets à venir. Même l'augmentation, même l'indemnité de logement qui a été augmentée à plusieurs reprises, qui a été valorisée. Donc cette valorisation aussi n'est pas le fruit d'une planification budgétaire ou financière du gouvernement. C'est donc suite à une lutte syndicale âprement menée par les organisations que le gouvernement effectivement a accepté d'augmenter parfois 5 000, parfois 10 000 ou bien à un moment donné 25 000 francs. Donc de mon point de vue, tout est question de rapport de force. Donc même si rien n'est prévu en termes d'augmentation de l'indemnité de logement, c'est le rapport de force qui amènera le gouvernement à dire que je vais augmenter ou je ne vais pas augmenter. J'ai rappelé il y a quelques jours aussi l'exemple de la prime scolaire. Donc, lorsque l'IRD a été octroyé aux enseignants du moyen secondaire, l'élémentaire s'est mobilisé pour également avoir autant. L'ancien ministre du budget, le ministre du budget de l'époque, qui fut ensuite Premier ministre, Agibou Soumaré, lors de la rencontre avec le président Abdoulaye Wade, en tant que ministre du budget, il avait dit clairement qu'il est foncièrement contre l'octroi de la prime scolaire aux enseignants parce que le budget ne le supporte pas. Parce que les finances de l'État ne pouvaient pas supporter la prime scolaire. Le président de la République a dit effectivement, toi tu le dis en tant que ministre du budget, je le conseille, mais moi, président de la République, je prends la décision d'octroyer la prime scolaire aux enseignants de l'élémentaire et du préscolaire et je vais chercher les moyens. Donc, même quand on nous octroyait la prime scolaire, ce n'était pas prévu. C'est que tout s'opposait même à ce qu'on nous octroie cette prime-là. En tout cas, du point de vue des paramètres techniques et financiers. Donc, que le gouvernement dise n'avoir rien prévu dans le budget 2018 pour augmenter l'indemnité, ça ne me dérange pas moi personnellement. Maintenant, il appartient aux organisations syndicales, aux enseignants aussi, donc de prendre conscience, de s'organiser, de se mobiliser, effectivement, et de créer un rapport de force qui va amener le gouvernement, effectivement, à aller dans le sens d'améliorer. Parce qu'en fait, ce n'est pas améliorer pour améliorer. Souvent, parfois, on essaie même de comparer nos salaires ou nos indemnités à d'autres pays. J'ai dit non, vous savez, le salaire n'est pas très important. Ce qui est important, c'est le coût de la vie. Et aujourd'hui, je pense que tous les Sénégalais, tous les travailleurs, qu'ils soient directeurs, qu'ils soient journalistes, qu'ils soient enseignants, qu'ils soient partout, tout le monde sait qu'aujourd'hui, ce que nous gagnons, et aujourd'hui, je pense que tous les Sénégalais, en tout cas tous les travailleurs, qu'ils soient journalistes, qu'ils soient enseignants, qu'ils soient enseignants, gagnons. Donc, qui a l'avenir de la nation. Tout le monde sait qu'aujourd'hui, ce directeur, qu'il soit, pour que le gouvernement accepte. Donc, aller vers des concertations. D'abord, qui est enseignant, c'est le premier pas. D'abord, on va pas dire qu'on n'augmente pas. Mais d'abord, il y a un pré-rapport. Donc, d'aller vers des concertations. D'abord, ça, comme l'a dit le directeur, c'est le premier pas. D'abord, on va pas dire qu'on n'augmente pas. Mais d'abord, il y a une étude, et ensuite, maintenant, on verra ce qui est possible. Donc, les thèmes, ça, quand même, c'est incontournable. Ça, quand même, vraiment, il faut qu'on partage. Et ensuite, qu'on ouvre des discussions. On a des discussions, partager les résultats. Et ensuite, maintenant, on verra ce qui est possible. Voilà. Mais il faut aussi, ça, quand même, c'est incontournable. L'indemnité de logement n'est pas la seule. Et ensuite, qu'on ouvre des discussions. Là où je ne suis pas d'accord avec le ministre, c'est pas dit qu'on va s'accorder. Pour lui, c'est l'indemnité de logement n'est pas la seule indemnité de logement qui pourra être source de perturbation du système. Là où je ne suis pas d'accord avec le ministre, mais il faut aussi des questions l'indemnité de logement, c'est l'indemnité de logement qui pourra être source de les actes. Pour lui, c'est des actes perturbations d'intégration, de classement, de nomination. Et la prise en charge des questions aussi importantes pour nous sont des questions aussi importantes que les actes, ce sont des actes d'avancement, d'intégration, de classement, de nomination. Et la prise en charge de ces actions saines des finances. Voilà. Et que le gouvernement aussi apprenne à respecter ses engagements. Mais tout ceci, désaccord entre le désaccord fondamental saine. Voilà.
du partenariat, des engagements. Ça, parce que apprennent à respecter ces désaccords. Ah oui, non, ça, non, ça vraiment, je tiens à me féliciter de cette nouvelle dynamique. Ah oui, non, ça, non. Bon, nous entrons dans la deuxième année. Le ministère n'était pas dans cette posture. Ça vraiment me féliciter. Donc, il a changé le fusil. Donc, le ministère depuis pratiquement le fusil. Nous apprécions parce qu'il y a cela fortement cela. Le ministère n'était pas dans cette posture. Si bien le directeur. Donc, il a changé le fusil au gouvernement. Donc, la plupart nous apprécions d'autres départements fortement cela. Et nous l'encourageons. Mais comme le ministère de la directeur, les questions qui nous opposent avec le gouvernement, donc la question de l'habitat, la plupart relèvent d'autres départements importants qui ne relèvent pas de la compétence de notre ministère de la fonction. Maintenant, après que le ministère de l'urbanisme, le ministre des tuteurs, ce qu'il peut faire également de l'habitat, c'est de soutenir. Ce sont des questions d'expliquer. Il ne relève pas de la fois extrêmement importante. Il était quand il voulait toujours d'être. Maintenant, après que monsieur le ministre, en tant que ministre des tuteurs, ce qu'il peut faire. Nous sommes en Afrique, donc c'est quand il y a problème d'expliquer. Moi, j'ai toujours dit, vos chaussures, c'était aller voir le président. Il était quand il voulait toujours d'être. Parce que quand ça va brûler, on dira c'est la case de Serigne Mbaye Thiam. Nous sommes en Afrique, alors que c'est pas lui qui a allumé. Portez vos le feu allumé ailleurs, on dira là, c'est la case de Serigne Mbaye Thiam qui brûle. Donc, il y a problème. Pour éviter que ça se passe comme ça, et alors que qu'il aille voir le président, qu'il explique au président, donc le feu allumé ailleurs, mais c'est la case de la République qui brûle. En tant que président de la République qui a été élu pour éviter que ça se passe comme ça, qu'il aille voir le président, qu'il explique au président, voilà maintenant instruire les autres ministres, le ministre des Finances, le président de la République, maintenant effectivement, en tant que président de la République qui a été élu par les Sénégalais pour mener notre pays vers le développement, pourra maintenant instruire les autres ministres, le ministre des Finances, le ministre de la fonction publique, ainsi de suite. Voilà. Alors je rappelle à ceux qui sont de suivre et ceux qui viennent de recevoir sur ce que nous sommes dans ce débat qui est concerne également Mohamed Mediane que le président il est le directeur de la formation et dialogue qui est le secrétaire de reçoit sur ce plan de l'éducation nationale. Alors M. Diane, c'est vrai que c'est pas possible cette formation et de la communication au ministère le directeur de la communication nationale. Alors M. Diane, c'est vrai que c'est pas possible pour cette année dans cette communication de ces enseignants un peu, mais est-ce qu'il y a une possibilité quand cette voie de sortie quand même pour essayer l'éducation de plusieurs années de ces enseignants pour un peu avoir des lendemains de satisfaire il faut bien savoir c'est année scolaire. Parfois, il faut faire il faut d'abord du budgétaire. Le gouvernement bien savoir ça. Moi, j'ai pas été augmenté le ministère fait attention aux éléments de la les syndicalistes vont dire non, on va dire voilà, c'est pas suffisant. Comme ça, une discussion, on négocie. Comme c'est à part de ce moment-là, le gouvernement pourra inscrire ou bien ils vont dire non à la loi de finances. Comme ça, on négocie. Jusqu'à ce donc, je vais rappeler à part de ce moment-là, le gouvernement pourra inscrire 26 milliards ou bien en élection de la loi de finances initiale de carrière de finances rectificative, c'était en LFR. Donc, je vais rappeler ça, c'est la problématique pour moi, c'est les négociations autour de ce point de carrière, on accorde 26 milliards, soit donc convenant. C'est pas la problématique. La problématique pour moi, nous avons des négociations autour de ce point qui n'est pas là, un accord qui ne soit pas convenant des 35% des recettes. Nous avons une masse salariale, parce que ça, c'est des questions qui ne doivent pas dépasser, même si qui n'est pas lâché également. C'est non seulement sincère de convergence, ça, c'est des questions de 35%. Même si un budget également, un budget doit être sincère. Même si vous dites que bon, je vais la sincérité, donner à chaque enseignant 100 000, vous le rapportez au budget global, ça vous fait. Un budget doit être sincère. Même si vous dites que bon, je vais donner à chaque vous le rapportez au budget global, ça vous fait des questions au fil du milliard. Donc c'est ce que nous voulons faire. Je pense que les syndicats, à chaque fois, ils ont demandé ça. Bon, on leur donne 10, ils sont partis parce que l'année prochaine, ils n'ont rien. Donc ça veut dire que d'ici quelques années, ils auront leur 100. C'est comme ça qu'ils ont demandé ça. Le gouvernement, vraiment, le président de la République, l'année prochaine, il y avait commandé cette étude-là. D'ici quelques années, ils auront leur 100. C'est comme ça qu'on vient avec quelque chose. Donc ça, comment ils te disent vraiment, le président de la République, il y avait commandé tellement que les experts sont en train de passer. Il veut bien en faire quelque chose. Et moi, j'ai pas comment les Sénégalais et les secteurs de qui en train. Le gouvernement, certainement que les experts sont en train de se passer conséquents, mais là, quelques-uns. Et moi, j'ai bon espoir, le Sénégal est sorti des enseignants qui en train de dire de l'école. C'est-à-dire des enseignants qui aura des ressources pris en charge. Tout le monde est d'accord. Tous nous sommes passés entre les mains des enseignants. Moi, je ne peux pas être
là à des enseignants, tout le monde est d'accord, parce que la tous nous sommes passés, et puis entre les mains même, le chef de l'État a mis en place là à casser l'enseignant. Une façon de restaurer quand même la dignité de l'enseignant avec une bagatelle de 10 millions de francs CFA. Oui, et même j'ai remarqué, et ça c'est quand même la dignité de l'enseignant, une façon de restaurer avec une bagatelle de 10 millions de francs CFA. C'était pas remarqué. Et ça, c'est aujourd'hui, il s'agit des véhicules, même dans la parce qu'un effort est fait. Je les taquine souvent, mais ce n'est pas le cas. Oui, et même chez aujourd'hui, il s'agit des véhicules qui sont dans le père. Parce qu'un effort est fait. Je les taquine souvent, les gouvernements attentionnés, parce que on dit que c'est des choses. Mais c'est une dynamique vacataire, et moi j'aime bien les responsables. Parce que le CES comprend ce gouvernement antérieur, c'est pas un syndicaliste, c'est pas un étudiant. Et un syndicaliste, c'est un partenaire de l'État du Sénégal. Oui, non, c'est un partenaire. Nous avons besoin des syndicalistes. Par exemple, un syndicaliste n'est pas un étudiant. L'augmentation du quota. Un syndicaliste, c'est un partenaire. Mais c'est une dynamique syndicaliste. Oui, non, c'est un partenaire. Nous avons besoin des syndicalistes. On peut du partenaire de l'État du Sénégal. La primature. L'augmentation du quota. C'est notre intérêt. Nous avons besoin des syndicalistes sur des questions pour faire la réforme des abris provisoires. On paye de la primature. Parfois, il ne faut pas mourir. Par exemple, sur les syndicalistes dans un sens ou dans un autre. Sur des questions aussi au chef de l'État de savoir que dans tel département, parfois, il n'est pas mauvais des abris provisoires. Parce que les syndicalistes dans un sens ou dans un autre, de savoir que dans tel département, ça permet aussi au chef de l'État, c'est normal, parce que c'est des questions de position. Mais ça ne veut pas dire que nous sommes dans l'animosité. Non, mais souvent il y a des questions des ateliers dans la place de la position ou dans les séminaires où on produit des choses. Mais ça ne veut pas dire que nous sommes dans des questions de position, parce que nous partageons. Mais malheureusement, bon, ça tout ce que la presse montre, c'est quand ça change, on va le baisser. C'est vrai que parlant de la question des abris provisoires, une des mesures phares, parce que tout ça, c'est un jeune homme cette année. Tout ce que la presse montre, c'est quand ça change, on va le baisser. C'est vrai que parlant de la question des abris provisoires, une des mesures phares, vos revendications ne diffèrent en rien les unes des autres. Cela dit que les revendications de l'année dernière sont les mêmes que celles de cette année-ci. Vos revendications ne diffèrent en rien les unes des autres. Ces revendications, c'est l'année dernière. En fait, c'est ça. Moi, j'ai toujours dit que la crise du système éducatif, c'est avant tout une crise du dialogue social dans le secteur. En fait, c'est ça. Moi, j'ai toujours dit que cyclique de 2002-2003 du système éducatif, c'est avant tout une crise du dialogue social. Donc, c'est le résultat d'un dialogue social de perturbation cyclique de 2002-2003. Parce que la crise, chaque année, on négocie, on parvient à des accords. Donc, c'est le résultat, la mise en œuvre pleine de l'année suivante. Les syndicats reviennent avec la même plateforme. On se rend compte, donc dépose un préavis pour exiger l'application des accords. On se retrouve, la mise en œuvre, on planifie, l'année suivante, il y a des retards, les syndicats reviennent avec la même plateforme, les échéanciers n'ont pas été respectés, l'année suivante, on exige l'application des accords, on se retrouve, ensuite on négocie, on planifie, il y a des retards, les revendications n'ont pas changé, les échéanciers n'ont pas été respectés, l'année suivante, on redépose. Donc, en fait, c'est la même revendication. C'est une stratégie du gouvernement, c'est ça. Excusez-moi, c'est une stratégie du gouvernement, vraiment, en tout cas, de nous maintenir dans le statu quo, pour nous empêcher en tout cas d'aller vers de nouvelles conquêtes syndicales. Parce que les conquêtes qui sont là sont consacrées par des protocoles d'accord qui ne sont pas appliqués. Donc nous restons sur les mêmes revendications donc, pendant plus d'une décennie. Et alors que nous savons tous que nous sommes dans un monde en pleine mutation, donc ça change régulièrement. Donc il y a de nouvelles préoccupations, il y a de nouveaux défis. Mais nous sommes omnibulés par l'application des accords. De ce point de vue, nous perdons beaucoup de temps. Et voilà pourquoi nous avons dit au gouvernement que cette année quand même, certes nous allons exiger l'application des accords, mais il faudrait aussi que le gouvernement ouvre des négociations sur les nouvelles préoccupations. Parce que comme j'ai dit, nous sommes dans un monde évolutif, changeant. Donc il n'y a pas que les accords, il y a des accords de 2003, de 2007, de 2010, certains de 2013, 2014. Mais entre-temps, nous sommes dans un... Donc, il y a de nouvelles préoccupations qui se font jour et qui forcément aussi doivent être prises en compte, pas seulement dans l'intérêt des enseignants, mais dans l'intérêt du système éducatif. Donc, c'est le manquement, ces retards, ces lenteurs dans la mise en œuvre des protocoles d'accord, en tout cas, ne sont pas une bonne chose pour le mouvement syndical et encore moins pour le système éducatif. Donc, si nous continuons à revendiquer tout le temps la même chose, c'est parce que le gouvernement, en tout cas, nous a
c'est comme s'il nous a, en tout cas, c'est comme s'il nous pousse vraiment donc, au statu quo pour ne pas voir les nouvelles préoccupations, les nouveaux enjeux. Voilà. Mais ce n'est pas bon pour le système, ça vraiment. Alors, M. Diagne, c'est vrai que des mesures ont été prises, mais jusque-là, qu'est-ce qui freine quand même l'applicabilité de ces revendications? Et d'autant plus, avec votre permission, que parce que même le ministre, avec les ministres avec lesquels nous avions signé, avait dit vraiment, cette fois-ci et pour la première fois, on a signé un protocole d'accord, réaliste et réalisable. Absolument. Donc, nous ne voyons pas... il a raison. C'était les dires du ministre même. Hein. Voilà, exactement. J'ai suivi ces négociations. Voilà. Le seul problème, c'est dans quelle séquence temporelle. Alors, je pense que les lignes ont bougé sur certains points. Par exemple, sur les questions de carrière, il y a eu l'opération coup de poing. Vraiment, des milliers d'enseignants ont reçu des actes de reclassement, d'intégration, donc de validation. Donc par 1000, on a mis en solde des enseignants. Ensuite, mais le gap est encore énorme parce que bon, on s'y est pris un peu tard. Mais quand même, ça, je pense que la masse des enseignants, c'est plus des questions de carrière. Parce que l'enseignant, vous lui parlez de logement, il dit, mais moi, d'abord, je veux être mis en solde. L'autre dit, non, je veux mon rappel, parce que si j'ai mon rappel, je construis ma maison à Nioro ou je ne sais pas, ou dans le Sédhiou. Donc, c'est ces questions-là qui les empêchent de dormir. Parfois, c'est des questions d'avancement. Donc, et les actes sont en train de sortir. Maintenant, je reconnais quand même qu'au niveau du ministère des Finances, il faut que le rythme suive celui du ministère de la fonction publique. Et c'est là où le bas blesse généralement. Souvent, quand on parle de revendications, on passe forcément au ministère de l'Éducation. Voilà, c'est ça. Il y a d'autres aspects non, c'est ça. Du domaine du ministère. Maintenant, il faut, je pense, hâter le pas au niveau du ministère des Finances, surtout en termes de mise en solde. Parce que la mise en solde rend à l'enseignant sa dignité. Parce qu'il devient fonctionnaire, il devient décisionnaire, donc son salaire est beaucoup plus conséquent. Il a tous les avantages liés donc, à la fonction de fonctionnaire ou décisionnaire. Je pense que ça, c'est extrêmement important. Les lignes ont bougé sur cette question-là. Sur les questions de formation également, les lignes ont bougé. Parce que bientôt, on va terminer avec les périmètres des instructeurs adjoints. Parce que nous formons chaque année plus de 3000 instructeurs adjoints dans les centres régionaux de formation donc des personnels d'éducation. Donc c'est une revendication syndicale qu'on va éponger d'ici 2019. On ne parlera plus peut-être de ces instructeurs adjoints-là. Donc tous, ils seront titulaires en principe. Donc sur les questions de formation, au niveau de la FASTEF, les titulaires de diplômes spéciaux sont en train d'être formés. Là, il y a une cohorte en formation. Donc ce sont par exemple ceux qui sont titulaires de diplômes de sociologie qui enseignent la philosophie. On est en train de les recapaciter, etc. Donc c'est pour dire que sur cette question-là également, qui relève de la qualité du système, les lignes ont bougé. Nous avons remis aussi des centaines de titres de propriété à des enseignants dans les actes. Donc pour ces questions de logement-là. Là également, ça a bougé. La question des reclassés de 2006, on n'en parle plus, ils ont reçu leur argent. Donc c'est dire que c'est des questions comme ça. Hein? Oui, non. C'est pourquoi j'ai dit que les lignes ont bougé. Maintenant, bon. Ce qu'ils ne disent pas souvent. Attendez, vous savez, certes, là c'est bien dit, certaines lignes ont bougé. Ouais, mais à quelle hauteur? En fait, souvent ce sont des mesures conjoncturelles donc, qui sont proposées pour des problèmes structurels. Comme la question des rentes administratives. Ils ont parlé de l'opération coup de poing. L'accord que nous avons signé avec le gouvernement, ce n'est pas d'organiser l'opération coup de poing, c'est une mesure conjoncturelle pour décongestionner un peu le processus, le circuit. Mais l'accord, c'est sur la dématérialisation. Bon, là également, il y a encore... C'est vrai qu'au niveau central, tout le dispositif a été mis en place, mais il n'est pas très opérationnel. En tout cas, parce que la solution définitive pour les lenteurs, c'est la dématérialisation. Donc ça, quand même, il y a encore des efforts à faire. L'autre aspect, il a parlé, et c'est vrai,
il y a cela 2 ans, 3 ans, la fonction publique a produit des milliers d'actes dans le cadre de l'opération coup de poing. À l'époque aussi, ce que nous avions demandé, c'est que la même opération coup de poing soit organisée par le ministère des Finances. Que tous les actes qui ont été produits par la fonction publique soient pris en charge financièrement par le ministère de l'économie et des Finances. Et ça également, ça n'a pas été fait. Parce qu'on a dit, oui, vous produisez les actes, mais les actes également, il faut aussi le prise en charge financière. À ce niveau-là également, je pense qu'il y a un problème. L'autre également, c'est la persistance de la dette. Quoi qu'on puisse dire, parce que je pense que le ministère de l'économie et des Finances l'a même appuyé, ils ont tenu une retraite à Saly pour évaluer donc, tous les actes qui sont actuellement en souffrance au niveau du ministère de l'économie et des Finances. La dette aujourd'hui, c'est 85 milliards. Et ils l'ont avoué, ils l'ont reconnu. Et c'est officiel. Le directeur général de la solde, Toudéama, donc, lors d'une rencontre, il nous l'a dit. Donc, en fait, ce que nous demandons, et souvent donc, quand nous posons des revendications, les gens se disent que, voilà, ils demandent encore de l'argent, en fait, ce n'est pas ça. Aujourd'hui, le véritable problème d'abord, c'est la dette. L'État doit beaucoup de milliards aux enseignants. Contrairement à une certaine idée répandue, au lieu même de parler d'augmentation de quoi que ce soit, il y a d'abord une dette qui est là. Exactement, il faut d'abord éponger cette dette-là. Voilà, et à ce niveau-là, nous avons dit qu'il faut également une mesure spéciale. Parce que le président de la République, souvent, nous suivons l'actualité aussi, pour le secteur privé, il y a souvent des mesures spéciales pour éponger la dette donc des entreprises nationales. Mais de la même manière également, je pense qu'une mesure spéciale du président de la République doit pouvoir éponger également ces 85 milliards pour nous permettre aujourd'hui maintenant d'aller vers les nouvelles conquêtes. Voilà pourquoi je disais tantôt qu'ils font tout vraiment pour nous, en tout cas donc pour nous maintenir sur le statu quo. Parce que quand quelqu'un te doit, au même moment tu dis augmente, il te dit que non, moi déjà j'ai des difficultés pour te payer. C'est la même difficulté que nous avons avec le DMC, le crédit DMC. Depuis pratiquement plus d'un an, il y a un gel, même si les gens des finances ne l'acceptent pas. Donc des enseignants, des milliers d'enseignants ont la convention de prêt, mais il n'y a pas de virement dans les comptes. Ça également, c'est une réalité. Et la dernière rencontre avec le gouvernement, le ministre du budget, il a dit que donc, quand quelqu'un te doit de l'argent, il ne peut pas te prêter de l'argent. Parce que le crédit DMC, c'est l'État qui prête à ses agents sans intérêt. Donc c'est 5 millions pour appui pour l'habitat. Et maintenant, ils nous disent que maintenant, nous vous devons de l'argent, nous ne pouvons pas vous prêter de l'argent. Donc, ils ont créé une situation aujourd'hui vraiment pour nous maintenir vers le statu quo. Alors qu'aujourd'hui, on aurait dû dépasser la question des DMC, on aurait dû dépasser la question de la dette, parce que ça, dans un état normal, quand on t'aligne, le rappel qu'on te doit, on te le paye. Mais aujourd'hui, la dette est si importante qu'on veut remettre en cause même le principe d'aller vers des augmentations en disant que financièrement, ce n'est pas soutenable. Donc, le problème entre le gouvernement et nous, c'est également à ce niveau-là. Donc, la dette, même si quelque part les listes sont en train de bouger, également, nous ne sommes pas nihilistes. On ne peut pas vraiment, donc, quand ça avance, il faut reconnaître. Mais il y a beaucoup de retard dans la mise en œuvre des accords. Et à ce niveau-là, vraiment, nous attendons vraiment le gouvernement. Quelque chose à ajouter avant qu'on aborde peut-être le dernier état? Oui, je pense que j'aime bien la façon de débattre de Souleymane. Parce que, oui, il faut reconnaître que des choses ont bougé. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas demander d'autres choses. Le gouvernement ne peut pas rester là sans rien faire. D'ailleurs, quand tu prononces ce discours-là, alors qu'un enseignant dans la brousse a été mis en solde, a été validé, a reçu un rappel, il te dit que mais non, le gouvernement a fait... Et beaucoup d'enseignants sont dans cette situation-là. Oui, beaucoup d'enseignants sont dans ce cas-là. Maintenant, le problème, c'est le rythme. Bon, ils ne sont pas sur le rythme. C'est vrai que le rythme devrait être accéléré pour que beaucoup plus d'enseignants puissent être, bénéficier financièrement de leur acte de classement. Je pense que le gouvernement est conscient de cela, mais encore une fois se pose la problématique des moyens. Heureusement, nous n'avons pas un budget élastique. C'est simplement par des mesures spéciales du chef de l'État qu'on peut faire certaines choses. Mais je dis souvent que moi, je garde bon espoir. Nous avons un pays qui va commencer à foirer du pétrole. Mais j'espère que vous n'allez pas nous demander... Non, je ne dis pas que j'attends. Vous savez, même quand un pays a du pétrole, évidemment, c'est une perspective de rentrée d'argent. On n'a pas besoin d'attendre, économiquement, de forer du pétrole. Bon, les investisseurs vont venir. Maintenant, je pense que c'est un pays où on peut garder bon espoir. Seulement, je pense qu'avant que le gouvernement ne s'engage dans certaines voies, il faut que le gouvernement
donc s'assure qu'il ne pourra pas le faire. Parce que tenir des engagements, ne pas le faire, ça également, ça ne donne pas du crédit à l'État. Et ils nous ont souvent rétorqué que vous n'avez pas vos engagements. À partir du moment où on a commencé à honorer des engagements, bien que le rythme soit lent donc, de leur point de vue, il nous faut nous assurer que tout ce que nous dirons, nous pourrons le faire. D'ailleurs, c'était dès le début, le chef de l'État l'a indiqué. Ne prenez jamais des engagements que vous ne pouvez pas honorer. Signer des accords réalistes et réalisables. C'est ça. Oui, c'est le maître mot. Mais en fait, c'est que nous, tout ce que nous demandons, c'est quand même la dette, l'argent que l'État nous doit, qui nous rembourse notre argent. Voilà, avant maintenant d'engager d'autres dépenses. Parce que nous savons que l'État, même si le budget n'est pas élastique, quelque part, nous voyons également d'autres dépenses que nous ne comprenons pas. Des dépenses, effectivement, parfois, qui n'ont même pas un impact réel sur le développement de notre pays. Moi, je dis qu'ils sont libres d'engager des dépenses somptueuses ou des dépenses ailleurs. Mais avant d'engager ces dépenses-là, il faut d'abord payer. Voilà. Gérer l'urgence. Voilà. Non, en fait, c'est de payer d'abord la dette. Quand vous devez à quelqu'un, moi, je dis, quand moi, je vous dois de l'argent, avant d'aller vraiment donc, organiser une fête, quelque part, vraiment pour distribuer de l'argent, mais je dois d'abord payer ma dette. Pour être tranquille. Voilà. Ok, d'accord. Alors, on reste avec vous pour terminer avec aborder cette dernière question relative à l'affaire Yavuz Salim. L'école Yavuz Salim, cette école très réputée, est fermée depuis quelques jours. Il n'y a pas de cours. Les élèves n'accèdent pas à cet établissement qui est un peu quadrillé avec des barricades érigées ça et là par des limiers. Alors, pour le moment, le gouvernement a décidé d'installer une administration provisoire, le temps de régler un certain nombre de problèmes. Peut-être qu'au moment où on parle même, il y a une rencontre qui est en train de se dérouler pour essayer d'arrondir les angles. C'est quoi votre point de vue par rapport à cette situation? Bien, mon point de vue, c'est que c'est un conflit donc, qui est né entre des privés et l'État du Sénégal. C'est un conflit qui est là. Donc, il n'y a rien d'extraordinaire qu'il y ait des conflits. Et moi, j'ai toujours dit, quand il y a conflit, on a deux options. Soit on négocie, on trouve un accord, soit on va au tribunal. Mais l'idéal quand même, donc, c'est la négociation, c'est la solution à l'amiable. Et de mon point de vue, il paraît que cette solution à l'amiable n'a pas été privilégiée. Donc la concertation n'a pas été privilégiée donc, tout au début. Parce que les gens ont commencé par la confrontation. De part et d'autre, moi je ne dédouane personne. Au niveau du ministère, des sorties, mais également au niveau de Yavuz Salim, également au niveau de l'administration. Finalement, il y a eu ce conflit et il paraît que chacun également s'est un peu donc, radicalisé. Mais nous, ce que nous demandons en tant qu'organisation syndicale, c'est d'abord qu'il y ait une solution à l'amiable. Je pense que c'est mieux pour tout le monde. Donc, nous encourageons les discussions en cours entre les deux parties pour trouver une solution dans les meilleurs délais et une solution qui prenne en charge particulièrement les intérêts des enfants et des parents. Parce que pour nous, l'État du Sénégal est au service des enfants et des parents. L'école, ça Yavuz Salim également, est au service donc des intérêts des enfants et des parents. Donc nous ne voyons pas, en tout cas, de raison pour que les deux parties, en tout cas, ne puissent pas trouver un accord. Mais en tas de cause, que les intérêts des enfants et des parents soient sauvegardés. Et cela, c'est la responsabilité de l'État du Sénégal. En tout cas, nous encourageons la dynamique actuelle et nous espérons que très prochainement, une solution sera trouvée dans l'intérêt des enfants, des parents et de notre système éducatif. Tout à fait. M. Diagne, selon certains dire, c'est la politique qui s'immisce dans les affaires éducatives. Est-ce vraiment le cas? Plutôt la diplomatie, malheureusement. Tout à fait. Oui. Vous savez, nous sommes la conséquence, nous ne sommes pas la cause. Entre un État et une association, donc l'État du Sénégal a choisi un État. Parce que la diplomatie, c'est un domaine réservé du chef de l'État. Donc la Turquie est un pays qui investit au moins plus d'une centaine de millions de dollars au Sénégal. Donc qui participe de façon très conséquente dans les projets de Sénégal émergent. Maintenant, vous savez, l'État, c'est la généralité. Quand il y a une décision à prendre, le chef de l'État voit où se trouve le grand nombre. C'est-à-dire quand la décision est appliquée, donc elle doit s'appliquer au plus grand nombre. Donc il s'est agi donc, entre 1000 et quelques
donc, sénégalais et 13 millions et quelques Sénégalais. Donc, le CEDEJ, là, lui, il choisit l'entrée des 13 millions de Sénégalais. Voilà comment un peu il faut voir les choses. Ensuite, bon, ça a eu des conséquences. En vérité, je pense qu'il ne s'est pas agi, en tout cas pour ce que j'en sais, de fermer ces écoles, mais plutôt de changer d'administration. Changer d'administration, puisque l'État du Sénégal avait décidé de ne plus accepter que cette association-là, Yahya Selim, officie au Sénégal, contrairement à des conventions internationales. Et ça, le chef de l'État l'a fait pour préserver l'intérêt du plus grand nombre de Sénégalais. Maintenant, ensuite, il y a eu des développements politiques, etc. Mais un Turc est un Turc pour moi. Maintenant, aujourd'hui, ce que nous voyons, c'est qu'il y a des Sénégalais qui sont là, qui ont des intérêts directs sur Yahya Selim. Ça aussi, c'est le domaine du privé, c'est normal, c'est naturel. Et ça n'a rien à voir avec l'intérêt du Sénégal. Maintenant, c'est un dossier qui évolue. Vous savez, l'État s'est avancé, l'État s'est reculé en fonction des situations. Donc, mais je pense qu'il n'a jamais été question de fermer cette école, mais plutôt de changer d'administration pour ne plus gêner aussi la Turquie, qui est un pays ami, un pays frère, un pays qui investit au Sénégal. Et c'est visible ce que la Turquie fait. Et ça, vraiment, c'est de la diplomatie pure, c'est de la politique pure. Donc, un État, c'est des intérêts. C'est des intérêts. Le chef de l'État prend des décisions pour l'intérêt du plus grand nombre. Maintenant, aujourd'hui, bon, semble-t-il que l'État s'est retiré de son action judiciaire. Espérons que nous trouvions la meilleure formule pour, en tout cas, pour préserver l'école et les enfants puisque, dit-on que c'est une école d'excellence, etc. C'est très bien, mais encore une fois, vraiment, sur cette question-là, c'est les intérêts du Sénégal que le chef de l'État essaie donc de maintenir intact. Merci M. Diagne, merci d'être venu. Merci Badara. Et je rappelle que vous êtes le chargé de communication et de la formation. Vous occupez cette direction au ministère de l'Éducation nationale, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Alors j'avais à ma droite également M. Souleymane Diallo, vous êtes le secrétaire général du CELS, le syndicat des enseignants libres du Sénégal. Merci d'avoir répondu à cette invitation. Alors, je rappelle que nous recevions, comme je viens de le dire, M. Diallo, mais également M. Diagne pour discuter des questions relatives à l'école sénégalaise. Le prétexte, c'est ce 9 octobre, jour de l'entrée pour les potages. Alors, nous souhaitons une meilleure rentrée quand même scolaire pour ces élèves et leur souhaiter vraiment une très bonne année scolaire. Une année qui sera comme celle de l'année dernière, peut-être avec zéro perturbation. C'était ce plateau spécial consacré à l'école sénégalaise, notamment à cette rentrée scolaire. Merci de nous avoir suivis. Nous vous donnons rendez-vous prochainement. D'ici là, portez-vous bien en compagnie des programmes de Dakar.